Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans notre émission et bienvenue dans un monde de plus en plus connecté. Aujourd'hui, nous avons pris nos quartiers ici, à l'Université technique de Munich, où l'on s'intéresse de très près à ce phénomène qui ne cesse de s'amplifier. Pour vivre heureux, vivons connectés. Écoutez ça, je vais vous faire rêver. Le matin au réveil, vous commencez par lancer la machine à café avec votre smartphone. Ensuite, vous arrosez le jardin grâce à votre smartphone et vous allumez le chauffage à distance via le smartphone. C'est dans l'air du temps, c'est vrai, mais parfois il faut savoir revenir aux bonnes vieilles méthodes. Regardez. Éteins, éteins, éteins. Mais surtout ceci. Pas vraiment high-tech. Eh oui, car qui dit hyperconnexion dit pirate à l'horizon. Pas question que dans l'amphi, des petits malins se lancent à l'abordage des données de l'université. Aujourd'hui, notre quotidien regorge de ces gadgets numériques qui nous facilitent la vie, mais qui sont tout simplement une porte d'entrée pour les hackers. Connectés, oui, mais à quel prix? C'est là le sujet de notre émission. Home Smart Home. Fenêtres, lampes, électroménager, chauffage, ça marche tout seul, même quand il n'y a personne à la maison. Une maison intelligente qui sait d'elle-même ce qu'il faut faire et dans laquelle tous les appareils électriques sont connectés. C'est un marché juteux où tout le monde veut sa part du gâteau. Cette équipe de chercheurs travaille pour E.ON, le fournisseur d'énergie. Ce groupe voudrait vendre à ses clients, certes, le courant et la chaleur, mais aussi ce confort, la capacité de gérer la température et la consommation d'électricité de leur domicile, où qu'ils se trouvent. Une opération qui génère des informations qu'E.ON stocke dans de vastes centres de données. C'est au client de décider s'il veut partager des informations avec son fournisseur d'énergie. Cela dit, s'il ne le fait pas, cela réduira son champ de fonctionnalité. Les groupes énergétiques ne sont pas les seuls à être intéressés par ces précieuses données. Les fabricants de produits électroniques et les géants d'Internet, comme Google et Apple, sont eux aussi de la partie. Qu'est-ce que l'électroménager peut bien révéler sur ses utilisateurs ? L'informaticien Ulrich Greveler s'est spécialisé dans l'analyse des données sur la consommation d'énergie. Les appareils récents, qui communiquent les données en temps réel, sont une source d'informations à forte valeur ajoutée. La précision est telle que nous pouvons reconnaître toutes les configurations d'appareils. À partir de la variation de consommation que génère la luminosité d'un téléviseur, par exemple, nous pouvons même identifier quel film visionne le téléspectateur. Ainsi, les informations de consommation d'énergie transmises par les compteurs deviennent le miroir du mode de vie d'un foyer. De quoi intéresser les groupes énergétiques, mais également les entreprises commerciales, les commissions d'enquête et les cambrioleurs. Thermostats, lampes et détecteurs de fumée connectés ont longtemps été boudés par les consommateurs. Mais depuis peu, le marché affiche une croissance exponentielle. Et bien des fabricants ne se soucient guère de la protection des données ou des clients. Les foyers connectés sont des mines de données et on a tendance à les communiquer sans réfléchir aux conséquences. On ne pense pas à ce qu'il advient de ces données une fois traitées et reliées entre elles. Analyste de données, Marcus Morgenroth établissait des profils d'employés pour le compte d'entreprises américaines. Quand il s'est rendu compte que ces analyses servaient surtout à licencier du personnel, il a démissionné. Et il est devenu protecteur de données. Pour lui, les appareils pour foyers connectés sont ni plus ni moins des espions numérisés. Les données fournies semblent anodines, mais les relier entre elles permet d'établir des profils de personnalité qui peuvent être exploités très rapidement. Ces données peuvent être vendues à des compagnies d'assurance qui vont ainsi sélectionner leurs clients, éliminer les mauvais et faire des offres plus favorables aux meilleurs. Des entreprises peuvent acheter ces données à des fins de recrutement pour mieux trier les candidats. Les assurances calculent combien de fois vous ouvrez la porte du frigo la nuit. Et les DRH savent quelle chaîne de télévision vous regardez. Techniquement, c'est un jeu d'enfant. Aujourd'hui, c'est bel et bien une réalité. Des sociétés enregistrent vos données personnelles. D'autres les exploitent et monnaient les résultats.
Dans notre monde hyper connecté, notre vie privée est-elle devenue une marchandise ? Et certaines informations valent leur pesant d'or. La brusque hausse de consommation d'électricité chez Caro vous apprendra que c'est une fétichiste du repassage. Ça m'est bien égal. Nous sommes entre nous et je ne vais certainement pas abandonner cette marotte. Car grâce à elle, mes torchons tiennent si bien dans les tiroirs. J'adore ça. Je pense même que je vais augmenter le nombre de séances, histoire de brouiller les pistes. Mais rassurez-vous, peut-être qu'on ne va pas en arriver là, car les chercheurs de l'Université technique de Munich sont là pour nous aider et ils veillent au grain. Nous sommes en compagnie du professeur Eckert. Ce serait si grave que ça si tout était connecté? La paranoïa est-elle de mise? Une certaine prudence en tout cas. Pensez seulement aux téléviseurs connectés, aux compteurs intelligents qui enregistrent notre consommation d'électricité, aux serrures électroniques avec lesquelles on peut ouvrir quelque chose à distance, etc. Il y a de quoi se demander si on est encore chez soi dans sa sphère privée, ou s'il faut s'attendre à ce que certains puissent entrer chez nous comme dans un moulin, via Internet, sans qu'on s'en rende compte. Aux États-Unis, il y a même eu une poupée Barbie avec une connexion Internet. Pourquoi tout le monde se sent obligé de suivre la tendance? Question de business. Les fabricants doivent être sur la brèche s'ils veulent continuer à vendre leurs marchandises. Du point de vue des utilisateurs, ce n'est évidemment pas nécessaire. Rien ne nous y oblige, mais ça a tout de même un côté très plaisant. Il n'y a pas d'alternative plus sûre à Internet? L'alternative à Internet serait déjà de ne pas se connecter systématiquement, mais de rester en local pour certaines opérations. On peut transférer ces données sans passer par Internet, à partir de son propre ordinateur portable. Là, libre à vous d'exploiter vous-même vos données et de décider ce que vous voulez en faire. Elles ne seront pas disséminées à travers le monde. Mais pour cela, il faut un certain savoir-faire. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que ça marche. Vert pour la maison et jaune pour un autre domaine. Cela ne marche pas comme ça. Ces systèmes ne sont pas configurés de cette manière. C'est bien là le problème. Nous n'avons parlé que de la transmission légale de données, et c'est déjà bien angoissant. Mais passons maintenant à leur transmission illégale. C'est aussi ce que les gens redoutent le plus. Est-ce justifié? Avons-nous des raisons de nous inquiéter? La transmission illégale est une réalité, hélas. Les capteurs connectés, les systèmes de domotique intelligente sont très peu sécurisés. Et tout cela ouvre la porte à des logiciels malveillants, comme les virus, les vers et autres chevaux de Troie. Ils fouinent, activent micros et caméras, espionnent, détectent les mots de passe. Un hacker n'a aucun mal à déclencher tout cela. Il n'y a pas de protection. Un préjugé très répandu consiste à dire « Pourquoi serais-je piraté? Je ne présente aucun intérêt. Nous ne sommes qu'un petit foyer ordinaire. » Que diriez-vous à ces gens-là? Moi aussi, j'entends souvent ça. Je ne fais rien de mal, je ne compte pas. Mais il existe des manœuvres d'extorsion. Cela peut arriver. Imaginons que vous travaillez pour une grande société. Sous la pression d'un individu malveillant, n'importe qui peut donner accès à son entreprise et à certaines données. Il pourra se procurer, grâce à vous, des informations sur votre employeur. En tant que citoyen, en tant qu'employé d'une entreprise, les gens portent souvent une responsabilité dont ils n'ont pas conscience. Eh bien, ça fait peur. Oui, intéressons-nous d'un peu plus près aux hackers. Pour mieux comprendre, nous en avons envoyé un en mission dans un petit foyer, tout ce qu'il y a de normal et juste un peu connecté. Trouver le hacker adéquat n'a pas été simple. Après quelques mails cryptés, le Chaos Computer Club, l'une des plus influentes communautés de hackers en Europe, nous met en contact avec David, dont l'activité consiste à tester les failles de sécurité des systèmes informatiques. La cible, Ahmad Bozieloy.
Dernièrement, son fournisseur d'énergie lui a installé un thermostat intelligent qui répond au nom d'Anna, avec lequel il peut, où qu'il se trouve, régler son chauffage. Il s'est également équipé d'un compteur d'électricité interactif appelé SMAPI. Professionnellement, Ahmad conseille des startups et dans le privé aussi, c'est un fan de technologie. Jour après jour, je produis quantité de données. J'ai un smartphone ainsi qu'un téléviseur connecté, mais j'ai veillé à ne pas installer la caméra. Même si le micro intégré peut aussi entendre. Ça, c'est quelque chose qui me dérange. Avant même que la porte ne s'ouvre, Anna sait qu'Ahmad est sur le point de rentrer. Et dans l'armoire murale, SMAPI, le compteur, enregistre toutes les fois où Ahmad se fait un thé, branche le séchoir à cheveux ou bien ouvre la porte du frigo. David et Andreas, un confrère hacker, se mettent au travail. Pour détecter les points faibles qui leur permettront de pirater le thermostat et le compteur d'Ahmad, ils se sont procurés des appareils de construction identiques. Ils vont s'attaquer à ces instruments avec des programmes de hackers professionnels. Ils bombardent leurs cibles à grands coups de requêtes et d'instructions. Si une cible réagit, ils peuvent la manipuler. Cela leur ouvrirait aussi l'accès au réseau domestique de Ahmad. Mais ni Anna le thermostat, ni SMAPI le compteur ne réagissent aux requêtes des deux hackers. Ce n'est pas si mal. Il y a bien des points qui mériteraient quelques critiques, mais les fabricants se sont quand même creusé la tête. Le système ne s'effondre pas à la première tentative. Même la tentative d'intrusion par Internet se solde par un échec. L'accès est bien protégé, la communication est cryptée. Les hackers doivent se rapprocher. David entreprend d'espionner le réseau sans fil d'Ahmad, car à la maison, Anna communique manifestement sans cryptage. Une fois qu'on a dépisté une communication du thermostat Anna sur le réseau, on peut la télécommander. N'importe qui peut la commander à distance s'il connaît l'identifiant. Pour le prouver, le hacker écrit un programme chargé de faire croire à Anna que c'est le smartphone de son propriétaire qui l'appelle. Deux clés secrètes sont certes supposées protéger le thermostat connecté de ce genre d'attaque, mais David se les est procurées en espionnant le Wi-Fi. Si son programme fonctionne, il pourra télécommander Anna depuis son ordinateur. David retourne chez Ahmad. Il veut montrer à ce conseiller en informatique les failles mises au jour dans son foyer connecté. Alors ce que tu vois là, c'est la fausse appli smartphone qui me permet de commander Anna à distance. J'entre les deux clés et maintenant je peux indiquer 21 degrés. Puis go. Et voilà. Le thermostat est réglé sur 21 degrés. Impressionnant. Oui. Il faut donc se faufiler sur mon réseau pour y arriver. C'est-à-dire qu'il faut forcer mon accès Wi-Fi pour manipuler le thermostat. Tout à fait. Ton Wi-Fi est sécurisé par un mot de passe, ce qui est la norme aujourd'hui. Le problème, c'est que si les mots de passe deviennent trop simples, ils sont aussi faciles à craquer. En bas, dans la voiture, je recevais ton Wi-Fi. Donc ça veut dire que si je m'installe, si je prends mon temps et si je me donne du mal, je trouve ton mot de passe très facilement. Un hacker pourrait donc transformer mon appart en sauna ou en frigo. Absolument. Mais David a repéré une faille de sécurité bien plus grave chez le fabricant. Je suis allé sur leur portail et il n'a vraiment pas l'air très stable. Je suis sûr qu'en y passant un peu de temps, un individu malveillant pourrait sûrement équiper tous les thermostats Anna avec des micro-logiciels. Et il aurait tout gagné. À partir de là, tout est possible.
Dans le scénario de David, les hackers mal intentionnés se faufileraient dans les réseaux domestiques et pas seulement chez Ahmad. Ils pourraient y lire les mails ou manipuler les comptes bancaires en ligne. Sans doute pourrait-il s'attaquer à tous les appareils connectés et constituerait un botnet, un réseau de millions de systèmes détournés qui en attaquerait d'autres automatiquement. Alors là, franchement, ça fait vraiment froid dans le dos. Moi qui ne suis pas vraiment une geek dans l'âme, je me sens complètement à la merci de la technique. Ce n'est pas bon, ça. Claudia Eckert, nous avons maintenant compris qu'il y avait peut-être chez nous des accès informatiques insoupçonnés. Mais comment savoir qu'on m'observe ? Ce n'est pas facile de s'en rendre compte. Il y a quelques signes, comme une certaine lenteur quand vous naviguez sur Internet. Ça veut peut-être dire que quelqu'un utilise votre connexion. Il se peut qu'une fenêtre s'ouvre, indiquant un transfert de données alors que vous n'avez rien demandé. Vous pouvez aussi remarquer que la caméra d'un appareil connecté s'enclenche sans que vous n'ayez rien allumé. Mais c'est difficile. Est-ce que bientôt il me faudra un antivirus pour mon smartphone, mon téléviseur, mes ampoules électriques et peut-être même pour mes vêtements intelligents ? Ça ne prendra pas de telles proportions, bien sûr. Cela demanderait une gestion impossible. Mais pour renforcer la sécurité, vous pouvez installer chez vous une console centrale par laquelle transitent toutes vos données. Et vous pouvez ensuite équiper cette console de vos antivirus et pare-feux habituels. Si je comprends bien, tout cela relève de la responsabilité individuelle. C'est vraiment à moi de sécuriser mes données ? Ne pourrait-on pas améliorer les choses en amont ? Pour les prochaines générations d'appareils, nous essayons d'intégrer dès le départ les solutions pour mieux protéger l'utilisateur. Des systèmes qui crypteraient automatiquement les données, par exemple, ou des filtres intégrés. Ainsi, l'utilisateur ne serait plus complètement livré à lui-même. Quelle est l'attitude des fabricants face à vos recherches ? Plutôt « génial, on n'attendait que ça » ou bien « trop cher, ça ne nous intéresse pas ». Les avis sont partagés. Il y a ceux qui collaborent activement parce qu'ils veulent mettre au point avec nous la prochaine génération d'appareils. N'empêche qu'ils disent « nous voulons un bon rapport qualité-prix pour nos utilisateurs ». Combien ça coûte ? Et il y a ceux qui disent « non, l'essentiel c'est le produit de masse à bon marché ». Bien entendu, nous nous concentrons sur ceux qui veulent offrir de la qualité. Comment convaincre les réticents de s'impliquer dans la sécurité ? Il faudrait une législation, peut-être. C'est vrai. Dans ces cas-là, il peut sembler évident de faire appel au législateur pour mettre en place des dispositions légales visant un certain niveau de sécurité de ces appareils. On pourrait imaginer une garantie qui stipule qu'en cas de problème, l'utilisateur peut se retourner contre le fabricant et demander éventuellement réparation pour les dommages subis. La sécurité est un problème délicat parce qu'une fois que les données sont parties, il n'y a pas moyen de les ramener. Mais on peut bien sûr prévoir un cadre légal pour mieux protéger les composants de ces appareils. Ça, c'est tout à fait possible. Pensez-vous que le législateur réponde à nos attentes ? C'est difficile, parce qu'en la matière, le législateur n'a souvent pas de prise. Dans les domaines réglementés, comme la fourniture d'énergie, le législateur doit intervenir et prévoir un cadre légal, parce qu'il s'agit d'infrastructures critiques. Et il y a les domaines non réglementés, pour lesquels nous demandons aujourd'hui un encadrement. Là, une attitude plus responsable de la part des fabricants serait la bienvenue. Et de la part des clients. Le client est roi. À travers son comportement d'achat et de consommation, il fait pression sur le marché. On ne saurait que trop le lui recommander. Mais ça n'existe pas. Pas encore, parce que le client ne comprend pas vraiment où il met les pieds. Vous nous avez bien éclairés en tout cas. Merci beaucoup. Par ici ? Ok.
C'est fou le nombre de choses que je ne comprends pas. Vous voyez derrière nous l'équipe de l'Institut pour la sécurité informatique de l'Université technique de Munich. Ils savent trouver les failles de sécurité dans la toile et surtout, ils savent comment faire pour les réparer. Une chose est sûre, ils ne manqueront jamais de travail. Des évaluations pessimistes estiment qu'un ordinateur sur 3 dans le monde est infecté par un logiciel malveillant. Nous venons de le voir, les points d'accès ne manquent pas. Et il est bien difficile d'échapper à tout cela. Imaginez que vous ayez besoin d'un nouveau téléviseur. Si vous achetez un appareil neuf, il y a de fortes chances pour qu'il soit connecté. Et une fois chez vous, il risque bien de vous espionner. Un jeune couple regarde la télévision et un chercheur en sécurité informatique est sur le point de prendre le contrôle sur leur appareil. Une équipe de tournage suit l'expérience. Pourquoi? Lisa et Frédéric l'ignorent. Ils savent juste qu'on les filme face à leur petit écran. Ils sont loin de se douter que Benjamin Michelet se trouve devant leur immeuble de Stuttgart et s'apprête à s'introduire dans leur téléviseur via le signal radio. J'active un petit émetteur pirate qui reçoit le signal original et renvoie mon signal modifié. Leur téléviseur le capte et va télécharger et exécuter une application depuis mon serveur, ce qui va me donner le contrôle sur le téléviseur. Le chercheur a mis au point un logiciel malveillant, caché dans un fichier vidéo à télécharger sur une clé USB ou comme ici via le signal radio. Il lui servira à infecter le téléviseur connecté. Les fichiers sont transférés. Voilà, c'est presque fini. On est sur leur téléviseur là, et on peut faire ce qu'on veut. On peut l'allumer ou l'éteindre, se promener sur le réseau. Allumons plutôt la caméra. Ça devrait le faire là. Ça y est, les voilà. La prise de contrôle sur ce téléviseur s'est faite en un clin d'œil, avec une technologie en vente partout. Lisa et Frédéric ne vont pas tarder à apprendre qu'ils ont un spectateur dans leur salle de séjour. Le chercheur leur montre la pièce à conviction en vidéo. On vous observait. Et tu nous entendais aussi? Oui. Seul le fabricant peut combler cette faille de sécurité. Celui-ci l'a d'ailleurs fait depuis. Les téléviseurs ne sont plus sur écoute, mais l'espionnage des données a-t-il cessé pour autant? L'Institut munichois pour la technique radio élabore les normes des téléviseurs connectés. Klaus Merkel, son directeur du développement, nous montre le flux de données envoyées vers l'extérieur. Programmes visionnés, navigation Internet, recherches effectuées, le tout à destination du constructeur de l'appareil, mais pas seulement. S'il le souhaite, le fabricant peut capter des données et les diriger vers ses propres serveurs. Mais de la même façon, comme sur n'importe quelle page web, des données peuvent être transférées à d'autres partenaires si l'option est activée. Et c'est généralement le cas. Devant notre télévision connectée, nous sommes donc aussi suivis à la trace par Google, Facebook et autres entreprises commerciales. De quoi devenir parano. Bien sûr, vous pouvez scotcher la caméra, ouvrir le téléviseur et retirer le micro. Oui, mais dans ce cas, adieu la garantie. Conclusion, la première génération d'appareils connectés peut certes nous simplifier la vie, mais les failles de sécurité sont considérables. On peut croire en l'avenir, mais en attendant, rien ne nous oblige à faire usage de tous ces services. Mais s'il est un service dont vous devriez à coup sûr faire usage, c'est bien
la médiathèque d'Arte. Elle vous permet d'ailleurs de refuser la mise en place de cookies et en cas de problème, adressez-vous au responsable de la protection des données d'Arte. Il sera ravi. Passez-lui le bonjour. Quant à nous, nous allons nous glisser vers la sortie. Et vous allez voir, ce n'est pas qu'un jeu de mots. On fait ça tous les jours ici. Et en attendant, à la prochaine. Salut à vous.